Chers auditeurs de la radio Cheikh Anta Diop, la 101.1, bonjour et bienvenue dans le cadre d'une émission toute particulière, très spéciale. Ceci est dans le cadre, n'est-ce pas, de la publication que M. Mbokbasson a faite sur la théorie du droit africain. Il va nous en parler un peu, il va nous en parler des raisons d'abord pourquoi il a écrit ce livre-là, la raison pour laquelle il a écrit ce livre-là, et bien entendu par la suite, il va nous dire de quoi il est question dans ce livre-là. Bonjour Mbokbasson. Bonjour, cher frère. Voilà, dites-nous pourquoi est-ce que vous avez écrit un énième livre, cette fois-ci sur le droit. Sur le droit parce que, ayant déjà écrit sur l'économie, sur la sociologie, la philosophie, etc., il m'a semblé souhaitable d'écrire sur la question du droit. Vous savez très bien que c'est une question amplement discutée, avec la prétention du droit positif à régenter l'ordre de la vérité pour tous les peuples. Alors, la question du droit se pose en termes de qu'est-ce que la science du droit? Existe-t-il une science du droit? Vous voyez qu'en Occident, le droit était organisé selon la volonté du prince, du législateur, du juriste, c'est-à-dire des personnes qui ont le sentiment que leur seule rationalité est capable de dire toute la vérité sur la manière dont les êtres doivent se comporter. Et alors, de ce droit est né l'État, et de l'État est né donc les enjeux que vous savez aujourd'hui à l'ordre planétaire, au niveau de l'ordre planétaire sur le droit international. Le modèle juridique de l'État en Occident est fondé sur l'idée selon laquelle le prince, le juriste et le législateur peuvent fonder en droit la manière dont un peuple peut s'organiser et interpréter la question même de la vérité. Or, le modèle africain est fondé sur l'idée selon laquelle le droit et la question du droit ont un objet extérieur. C'est-à-dire que l'homme et le roi ne peuvent pas en eux-mêmes prétendre organiser le droit alors que le droit est dans la nature. Alors je vous explique. Pour que la nature arrive à terme au bout de 4 milliards d'années, il a bien fallu que les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains arrivent en dernière position. Or, pour que les végétaux et les animaux puissent bien s'entendre, vous savez très bien que le lion et la gazelle ne sont pas prêts à vivre ensemble. Il a fallu que ces animaux vivent dans des espaces déterminés. Il en est de même pour les chiens. Vous voyez très bien comment les chiens, ils marquent leur territoire. De telle façon que quand d'autres chiens arrivent, ils savent très bien que le territoire est marqué. Et désormais, il y a un autre chien qui s'y trouve. Et que forcément, en cas de conflit, il faudrait s'attendre à une riposte. Donc du coup, on voit que pour que l'harmonie de l'univers se fasse, il a fallu que les êtres végétaux, minéraux et animaux se mettent de telle sorte que il y ait une participation et une complémentarité pour tous les êtres. C'est-à-dire qu'avant que l'humain n'arrive, les choses étaient organisées pour que les lions ne débordent pas leurs espaces, pour que les zèbres puissent vivre, pour que les antilopes puissent vivre, pour que les serpents puissent vivre, pour que les tortues puissent vivre. Donc il y a un droit dans la nature qui est fondé à nous faire admettre que c'est de ce droit-là dont il a été question dans la pensée africaine, puisque la pensée africaine reprend de manière systématique la façon dont l'univers s'est organisé. S'il y a des lignages, s'il y a des clans qui ont leur propre chef, pourquoi voulez-vous venir imposer à ces lignages et à ces clans vos propres vérités alors que ces lignages sont historiquement constitués sans vous? Ça veut simplement dire que s'il y a les Bassars, les Bamileke, les Douala, qui historiquement se sont constitués en tant que peuple, au nom de quoi vous allez leur imposer un modèle jacobin juridique excessivement centralisé tel que le modèle de l'Occident, donc le droit positif, afin que ces peuples qui connaissent le droit vivent ensemble? Donc il y a un paradoxe de fond. Les chefferies en Afrique, les clans en Afrique connaissent le droit, puisque avant la constitution de l'État, nos clans s'organisaient. Nos familles savaient gérer les problèmes fonciers. Nos clans savaient gérer les problèmes familiers. Donc, du coup, le droit s'est organisé avant même que la question de l'État ne se pose.
Et du coup, vous comprenez très bien quelle va être la relation entre l'ordre politique et l'ordre juridique. C'est-à-dire que l'ordre juridique qui prépare l'ordre politique fait en sorte que l'ordre politique lui soit complètement inféodé. Le politique naît de l'organisation juridique des clans, des tribus, etc. Donc du coup, l'ordre politique africain a été obligé d'asseoir son autonomie sur l'idée que les clans sont déjà organisés. Donc du coup, le modèle africain est pyramidal. Il n'est pas centralisé comme dans le droit positif où quelqu'un a la prétention d'organiser pour tout le monde sa méthode de vie, sa méthode d'organisation, et ensuite parler de décentralisation comme si c'était une chose qui était sérieuse. D'accord. Si j'ai bien compris, c'est que le modèle occidental repose sur le fait que des individus pensent que eux savent par eux-mêmes, n'est-ce pas, et peuvent décider de ce qui sera ou ce qui doit être le droit. Alors qu'à contrario, si j'ai bien compris votre pensée, le droit africain repose sur le fait que on a regardé comment l'environnement s'est constitué et comment il s'est organisé, et que nous, en retour, n'est-ce pas, on vient s'arrimer à cette droit. Donc, du coup, l'objet du droit n'est pas nous, mais l'objet du droit est extérieur à nous. C'est-à-dire la nature. La nature. Vous voyez, et c'est cela donc la science du droit. Parce que en science, vous ne pouvez pas prétendre dire une rationalité sur la base de votre propre subjectivité. C'est-à-dire que pour qu'un objet de connaissance soit partagé par tous, il faut que cet objet soit extérieur à vous tous. C'est-à-dire que si vous voulez tous contrôler, si par exemple l'avion peut voler, il faut que tous les scientifiques se mettent ensemble et disent oui, effectivement, les lois qui sont utilisées permettent à l'avion de voler. Autrement dit, n'est-ce pas? Autrement dit, si vous êtes en train de dire que pour faire une science, il faut être extérieur, il faut être extérieur à cette science-là, n'est-ce pas? Autrement dit, vous êtes en train de nous dire que le droit qui est fait en ce moment n'est pas une science, puisque c'est l'homme qui est le propre objet de du droit qu'il met en place. Est-ce que c'est une forme de droit. Je veux dire que le droit positif, c'est une forme de droit que l'Occident a la prétention à imposer à toutes les planètes, à tous les hommes au nom de l'épée. N'oubliez pas que nous avons été colonisés et que c'est par la suite que l'État-nation s'est imposé à toutes les nations sur la Terre. Mais l'État-nation n'est pas un universel. Le modèle de l'État-nation né de l'État jacobin vient de ce que l'individu est face à l'État. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la notion de citoyenneté qui est dérisoire dans la pensée africaine où le modèle est davantage communautaire. C'est la tribu ou le clan qui sont face à l'État. Du coup, vous comprenez que le clan est un État en soi, puisque la définition de l'État porte à dire que dès que vous êtes organisé, vous avez une autorité politique. Dès que vous avez un terroir et une population, vous êtes un État. Donc du coup, la question de l'État en Afrique, c'est une question de l'État imbriqué. C'est-à-dire que le lignage est en soi un État, puisqu'il a son roi ou son chef. Et il est capable de s'organiser et de faire ses propres institutions. Oui, en dehors de l'État. En dehors du macro, quoi. Macro. Voilà. Et du coup, le clan aussi. Mais à un niveau supérieur, c'est aussi la nation, la tribu. Mais au niveau de la tribu, ça peut être aussi supérieur l'empire. Donc l'empire n'est qu'un démembrement des formes décentralisées de l'État. Ce n'est pas de l'extérieur, c'est-à-dire ce n'est pas de la centralisation qu'on crée la décentralisation. Non, la décentralisation est par elle-même dès le départ. Donc vous voyez la prétention du droit positif à parler de décentralisation alors qu'elle n'est pas prête à décentraliser. Si elle voulait bien décentraliser, si le droit positif voulait décentraliser, il laisserait à chaque tribu le soin de s'organiser, organiser son éducation, organiser sa santé, etc. Or, il ne le fait pas. Donc, c'est après coup, après centralisation excessive du pouvoir, qu'il a la prétention de donner une parcelle de pouvoir aux tribus. Voilà, c'est la raison pour laquelle les empires africains ont duré. L'empire de l'Égypte a mis près de 5000 ans d'histoire, l'empire du Mali 5000 ans. Dans l'Afrique actuelle et dans le monde occidental actuel, vous ne pouvez pas faire un empire. La chance que les États-Unis ont eue, c'est qu'ils ont été, j'allais dire, excentrés par rapport au modèle européen qui, lui, entretenait constamment une confrontation entre le Nord et le Sud. Donc, du coup, on comprend que les États-Unis se soient formés avec beaucoup de chance. Mais cette chance n'est pas donnée. Parce que l'État occidental ne sait pas organiser les peuples en nations et en tribus.
Vous voyez très bien que les Occitans, les Basques, tout ça qui demande leur autonomie, ça frustre l'histoire et le commun du droit occidental, parce que le droit occidental ne sait pas comment une communauté peut s'organiser. D'où le fait qu'elle vilipende le terme communautarisme en faisant comme si c'est une péjoration, une manière désordonnée de s'organiser. C'est faux. Le communautarisme est la manière dont les peuples historiquement situés comme ceux de l'Afrique ont vu le monde organisé par communauté. C'est la théorie des systèmes. Les chats sont les chats, les chiens sont les chiens. Vous n'allez pas trouver un gouverneur au chat ou un gouverneur au chien. Le chien s'organise tel qu'il est, le chat s'organise tel qu'il est, le lion s'organise tel qu'il est. Mais tout le monde vit ensemble dans un espace avec des périodes d'armistice, des périodes de communication. Vous avez vu même dans votre maison, souvent le chien et le chat s'entendent et mangent même dans le même plat. Les animaux connaissent le droit, messieurs. Quelle est cette prétention du droit positif à régenter l'ordre de l'univers au nom de la seule rationalité de l'Occident? Dans mon livre, La théorie du droit en Afrique, a pour but de parler du concept du droit, de l'objet du droit, et nous venons de le déterminer. Il est extérieur aux individus. C'est la raison pour laquelle dans la palabre africaine, tout le monde connaît le droit. Dans chaque village, tout le monde parle. Tout le monde sait. Tout le monde décide. Donc l'objet du droit est extérieur à la conviction des seuls juristes qui ont la prétention d'interpréter le droit au nom par ailleurs d'un prince qui les nomme. Donc du coup, vous voyez le paradoxe. Et ensuite, vous avez la méthode d'approche du droit en Afrique. Cette méthode, c'est regarder comment l'univers s'organise. Ça, c'est le droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ça sur cette manière-là? Oui, la méthode. Vous savez très bien que la chance que l'Afrique a eue, c'est d'être né, d'avoir vu le premier homme naître. Donc, les premiers hommes qui ont vécu sur cette terre ne savaient pas comment s'organiser. Puisqu'ils avaient en face des animaux géants, des animaux bizarres, ils avaient en face la violence de la nature, les cobras, les chimpanzés. Comment pouvez-vous vous organiser si vous ne regardez pas la nature? Donc du coup, même pour se soigner, pour manger, les Africains avaient souvent recours à la façon dont les animaux se soignaient. Par exemple, quand une mangouste est mordue par un cobra, il voit comment la mangouste va chercher une herbe. Il sait désormais que c'est cette herbe qu'il va utiliser lorsque le cobra va le mordre. Tout à fait. Donc, nous avons fait 200 000 à 500 000 ans d'histoire avant que le premier blanc n'arrive. Le premier blanc arrive il y a 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il est presque ignorant de la façon dont la nature s'organise. Il est ignorant de la manière dont nos ancêtres ont organisé leur propre vie. Donc, du coup, il arrive avec une méthode d'approche de sa réalité qu'il a cru devoir imposer à toute la planète. Voilà l'enjeu. Donc, vous comprenez, la méthode africaine consiste à dire, si je veux dire le droit, si je veux dire l'économie, je regarde la nature. Or, il faut bien comprendre que le droit en Afrique n'est pas séparé de l'ordre politique, il n'est pas séparé de l'économie. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Il y a des migrations. Vous êtes au Cameroun comme nous étions à Douala, le peuple Bassa Bakoko, voit arriver les Douala de la boucle du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas les chasser. Non seulement on ne peut pas les chasser, mais on doit créer de nouvelles conditions et d'entente pour que nous puissions cohabiter. Parce que ça, c'est un détail extrêmement important dans l'histoire de l'Afrique. Il n'y a jamais eu de guerre de conquête comme on l'entend souvent, sauf lorsque le modèle islamo-peut s'est installé en Afrique. Le seul moment où l'Afrique fait la conquête, c'est lorsque Ramsès II sera à l'évidence que les peuples du Nord exagèrent dans leur volonté d'asservir les peuples du Sud, que Ramsès II déporte les frontières de l'Afrique hors du continent. Donc, quand vous voyez venir d'autres personnes, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez. Et quand vous vous asseyez, vous redéfinissez les modes d'être et les modes de comportement qui vont réguler ensemble votre propre vie. Mais regardez les migrations qui sont effectuées en Occident. Qu'est-ce qui se passe? Dès que vous arrivez, on vous recommande d'être français comme les Français, mais de ne plus être musulman ou arabe. Vous voyez? Donc il y a une incapacité ontologique à saisir l'autre comme étant une essence de soi. Et du coup, les migrations se font, mais on vous oblige à adopter le comportement de la République française. On vous dit l'islam de France, on ne vous parle pas de votre islam. Alors que dans l'Afrique ancestrale, tous les peuples qui arrivaient conservaient leur autonomie, mais on s'entendait sur les règles générales pour que la vie en commun soit satisfaisante pour tous.